Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information de la soirée sur TVS, la télévision Shekina. Au sommaire de ce journal, des journalistes à l'école du savoir à travers cette formation initiée par l'organisation non gouvernementale Journalistes en Afrique pour le développement. Les journalistes de différents médias de la capitale gabonaise et de partout le Gabon prennent actuellement part à cette rencontre. Vous aurez les détails de cette rencontre avec Pierre Pafemba Dikoum. C'est au cours de cette édition d'information. Rebonsoir, merci de cette confiance sans cesse renouvelée à l'édition d'information du soir de la télévision Shekina, une édition d'information que nous démarrons par l'actualité port-gentillaise, notamment ce côté avec la saison de pluie qui coïncide avec la rentrée des classes. La saison de pluie cause bien des dommages aux riverains de ce côté. Externel au Vonondong Média Plus. Tout comme la rentrée des classes, les pluies manifestent également leur entrée saisonnière à travers l'ensemble de la province de l'Ouest-Maritime. C'est le constat fait depuis le 2 octobre dernier dans la cité de l'Or-Noir. Les eaux stagnantes, occasionnées par les averses qui s'abattent ces derniers jours, indiquent d'ores et déjà les riverains à la conduite à tenir dans les tout prochains jours. Entre-temps, certains quartiers sous-intégrés énoncent leurs difficultés de communiquer de manière fiable avec l'extérieur, en pareilles circonstances, au vu de l'état de dégradation avancé que présente leur réseau routier. Tel est le cas d'un Gadi, en passant par l'école bilingue. Le carrefour Canal Évasion n'étant pas en reste, si bien que les agents du service technique de la mairie de Port-Gentil avaient tenu à engager quelques travaux d'assainissement. Des travaux qui restent jusqu'à ce jour inachevés. Autre observation faite, c'est au petit carrefour Interphoto, 6 dans le 2e arrondissement de la commune. Comme le démontrent ces images, les eaux issues de ces dernières averses ont du mal à être évacuées assez rapidement dans les voies de canalisation, faute des incommodités relevées dans la réalisation de cette voie secondaire. Autant d'incommodités observées à travers les artères de la ville de Sable et qui invitent les entrepreneurs, tout comme les maîtres d'ouvrage, à faire un état des lieux, notamment avant l'avènement des grandes pluies. De telles révisions pourraient entre autres permettre de prévoir les catastrophes souvent enregistrées en cette période pluvieuse. Quant aux automobilistes, faire montre de prudence au volant en cette période de petite saison des pluies qui coïncide avec la rentrée des classes pourrait aussi bien permettre de minimiser les accidents de la circulation. Nous restons encore à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, pour parler cette fois-ci de rentrée scolaire 2017 et 2018. De ce côté, il y a du retard, les inscriptions et les réinscriptions se poursuivent et les enseignants du primaire et du secondaire ainsi que ceux du secondaire appellent déjà les élèves à regagner leur salle de classe. Un reportage de Karine Dorothée Aoré et de Diane Bouanga des Médias Plus. Où sont les élèves de la capitale économique? Question que l'on vient à se poser quand on rentre dans une salle de classe. En effet, les tables bancs ne sont occupés que par un certain nombre, comme à l'école primaire Roger Butin-B. Nous avons effectué une rentrée sans élèves le 2 octobre. Et ce n'est que depuis hier, donc le 9, que nous avons quand même des élèves qui arrivent, des élèves qui se sont fait réinscrire et ceux qui se sont inscrits, donc qui essaient d'arriver au compte-gouttes. Comme vous l'avez si bien le constaté dans les salles de classe, il y a quand même des élèves. C'est vrai que ce n'est pas le nombre attendu. Du côté du secondaire, les enseignants font également le même constat. Nous avons déjà commencé avec ceux qui sont présents et les retardataires vont tout juste intégrer les groupes, c'est tout. Ce matin, j'ai fait un constat. J'avais cours avec mes troisièmes. Il n'y avait aucun élève. Alors, sont-ils encore en vacances? Pour ceux-là qui doivent passer l'examen en fin d'année, je pense que ce n'est pas bon qu'ils viennent. Nous sommes déjà présents. Il faut que les élèves soient également présents. Parce qu'il n'y a pas de raison que les enseignants soient déjà dans les salles de classe et les élèves sont encore en vacances. Ils ont encore cet esprit-là d'être en vacances. Depuis ce matin, depuis hier, les élèves sont absents des salles de classe. Ils sont encore en vacances. On attend. Peut-être qu'ils sentent qu'ils ne sont pas encore obligés de venir en classe. C'est tout. Hier, c'était vraiment désagréable parce que je suis allée dans 2 classes en après-midi. Il n'y avait aucun élève. Et plus qu'il fallait que je travaille, j'ai mis absent à toute la classe 2 fois.
Ces pédagogues interpellent les parents et les élèves. Nous disons aux parents qu'il ne faut pas attendre que l'enfant ait toutes les fournitures. Pour les enfants qui se sont déjà fait inscrire ou réinscrire, en fait, s'ils ont déjà ne fût-ce qu'un seul cahier, en fait, que les enfants viennent à l'école. Nous allons les recevoir et nous allons essayer de faire avec les moyens de bord tout ce qu'on pourra pour qu'ils apprennent, n'est-ce pas? Les vacances sont terminées, chers élèves, regagnez vos classes. Depuis le 2, la rentrée a été effective, mais seulement nous avons des parents qui sont retardataires et qui viennent à compte-gouttes pour réinscrire et inscrire aussi leurs enfants. Donc ce qui fait en sorte qu'elles tâtonnent un peu cette rentrée. Si certains ont proprement dit entamer les cours, d'autres procèdent à des évaluations diagnostiques. La semaine prochaine, ils tableront dans l'ensemble sur les progressions des différentes disciplines. Éducation, nous y restons toujours et le droit à l'éducation s'applique à tous en République gabonaise. Mais force est de constater que la notion de spécificité de l'inclusion des sourds a du mal à s'appliquer dans les établissements publics notamment, d'où l'intérêt de notre rédaction de vous apporter quelques éclaircissements sur cette notion avec Inès Ngungamombo de la Savane qui a tendu son micro à un interprète en langage de signes. Chaque enfant, chaque adolescent a sa place à l'école. C'est ça justement la spécificité de l'inclusion. Quelles que soient ses caractéristiques, tous les élèves, tous les apprenants ont droit à l'éducation. Il s'agit donc avec l'inclusion de l'éducation pour tous. Et pour avoir sa place justement, on n'exige plus de lui qu'il soit comme les autres, qu'il porte les prothèses, qu'il ait les prothèses auditives ou autre chose. Mais il y a lieu que l'école s'adapte à ses caractéristiques. Ouais. Donc là maintenant avec l'inclusion, c'est l'école, c'est le milieu ordinaire qui devrait maintenant s'adapter aux sourds. Et non pas, comme à l'époque avec l'intégration, les sourds qui devaient s'adapter au milieu ordinaire. C'est ça justement la spécificité de l'inclusion. Mais il y a lieu que l'école s'adapte à ses caractéristiques par des moyens de compensation et d'accessibilité. C'est-à-dire que dans ces écoles-là, on sait qu'on doit recevoir les sourds. Il faut donc mettre tout en place pour faciliter l'accessibilité de ces élèves, pour qu'ils puissent avoir la même vie sociale que les autres. Le concept d'inclusion vient ici mettre un point d'orgue, celui de la place de plein droit de toutes les personnes, quelles que soient leurs caractéristiques dans la société et ces deux organisations, et en premier lieu l'école. L'article 13 de la loi 19/95 du 13 février 1996 portant protection sociale des personnes handicapées aborde la question de l'accessibilité. Que faut-il entendre par accessibilité? En général, lorsqu'on parle d'accessibilité, on ne pense qu'à nos frères handicapés moteurs, n'est-ce pas? Nous poursuivons cette édition d'information et depuis quelques jours à Libreville se réunissent les personnes cibles autour de la réflexion de mettre en place les mécanismes pour le droit des enfants et il ressort au cours de cette rencontre le cas du Gabon devrait être particulièrement amélioré parce que l'État ne consacre pas assez de ressources pour cette problématique. Euphrem Yugezo, reportage. L'objet de ce séminaire est plus que jamais d'actualité car il contribue aux efforts du gouvernement en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable. Depuis les années 2000, le gouvernement a fourni d'importants efforts en faveur des enfants, notamment à travers la suppression des frais scolaires dans les établissements primaires publics, la revalorisation des allocations de rentrée scolaire, l'adoption du Code de l'enfant, la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, la promulgation récente du Code de protection sociale. Le Gabon a également ratifié plusieurs traités internationaux pour la protection des droits de l'enfant. Toutefois, et en dépit de ces progrès louables, la vulnérabilité continue d'affecter encore plusieurs groupes et catégories d'enfants au Gabon. Et il est important qu'ensemble, nous recherchions les voies et moyens d'atténuer, voire d'éliminer ces vulnérabilités.
Formation des journalistes, nous l'annoncions au sommaire de cette édition d'information. À Libreville, depuis quelques jours déjà, se tient un atelier de formation à l'égard des journalistes parce qu'ils ont besoin d'être formés, affirme le président de l'ONG Journalistes en Afrique pour le développement, et ce sera jusqu'au 20 octobre prochain. Les détails de cette rencontre avec Pierre Parfait Mbadikoum. Former davantage les journalistes gabonais, et spécialement ceux qui s'intéressent aux questions politiques, en vue d'assurer une couverture professionnelle et équitable des élections. C'est le but du programme de formation initié à Libreville du 16 au 20 octobre 2017 par l'ONG Journalistes en Afrique pour le développement. Journalistique professionnelle des activités politiques. Parce que notre déontologie exige que nous devons couvrir l'actualité politique sans tenir compte de nos propres opinions. Le journaliste ne doit pas tenir compte de l'opinion politique de son patron ou de qui que ce soit pour pouvoir faire son travail. Donc, vous relayez aussi bien les programmes politiques, les opinions politiques de l'opposition que du parti au pouvoir. Plusieurs journalistes, agenciers, audiovisuels et de presse écrite sélectionnés pour suivre cette formation, animée par Louis Lemeter, journaliste retraité du quotidien Ouest France. Je trouve qu'ils sont quand même assez au courant. Il y a un vrai problème de formation pour un certain nombre de jeunes parce qu'il n'y a pas de vraies écoles de journalisme. Ça, c'est évident. Dans la rédaction d'un papier, etc., il y a des techniques journalistiques à employer pour écrire un papier qui soit lisible facilement par un lecteur. Il ne faut pas oublier que le journaliste n'écrit pas pour lui ou pour ses interlocuteurs immédiats, il écrit pour des lecteurs. Et c'est ça qui est important. Attendu au terme de ce programme de formation, rigueur, objectivité et neutralité pour des journalistes mieux outillés en matière d'équilibre dans le traitement de l'information. Dans ce sens, l'ONG JAD a déjà travaillé au Cameroun, au Tchad, Centrafrique et au Congo. La trêve sociale, ce sujet fait polémique depuis quelques jours entre fractions syndicales. Notamment, il y a ceux qui pensent que le gouvernement doit plutôt initier la trêve sociale. Nous retrouvons ce reportage avec Fabiola Mengue. J'avoue que nous entendons parler de trêve sociale. Nous avons même suivi une communication du gouvernement lors du Conseil des ministres. Mais on attend voir effectivement qu'est-ce que le gouvernement veut véritablement. Concernant l'USAP, on ne peut pas se prononcer maintenant si on est pour ou contre la trêve sociale parce qu'on veut d'abord voir qu'est-ce que le gouvernement met dans la balance pour solliciter effectivement des partenaires sociaux une cessation d'obscénité durant une période. Donc nous attendons que le gouvernement déroule son programme de trêve ou les thèmes de référence pour que nous, partenaires sociaux, nous soyons imprégnés des tenants de cette démarche afin que nous puissions, le moment venu, donner notre position quant à l'éventualité de la ceinture du trêve ou non. Donc pour l'USAP, c'est pas à l'USAP d'aller demander une trêve sociale, c'est au gouvernement de venir. Social ne peut jamais aller vers l'emploi pour dire que je veux me reposer, de demander. Non, c'est le gouvernement qui dit, c'est le partenaire ou l'employeur qui vous dit, écoutez, j'ai des soucis de trésorerie, j'ai des problèmes de gestion des ressources, est-ce que vous pouvez m'accorder un petit temps afin que je puisse m'organiser et on reviendra effectivement plus tard pour négocier tel ou tel aspect des points que vous posez. Donc ce n'est pas un travail d'aller vers le gouvernement pour demander la trêve sociale. Non, on n'a pas intérêt à aller vers le gouvernement parce que nous avons des problèmes dont le gouvernement doit trouver des solutions. Donc nous avons des préoccupations, nous avons beaucoup de problèmes et l'État doit trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc ce n'est pas à nous, l'USAP, d'aller vers le gouvernement pour demander la ceinture sociale quand on sait que les points que nous posons n'ont pas trouvé de solution depuis des années. Donc on ne s'inscrit pas dans cette démarche des autres syndicats qui vont demander effectivement la signature de la trêve sociale. On n'est pas demandeur. La polémique de la signature de la trêve sociale perdure donc en milieu syndical. Alors qu'il y a des syndicats qui tendraient la main au gouvernement pour l'obtenir, d'autres s'y opposent. D'où la question de savoir qui du gouvernement ou des partenaires sociaux, donc des syndicats, doit appeler à la signature d'une trêve sociale. Et si l'appel à la signature de la trêve sociale revenait
aux syndicats. Quel risque encourt-il? Tentative de réponse dans cette analyse de notre rédaction. C'est une polémique en milieu syndical gabonais depuis quelques semaines. La signature de la trêve sociale divise et crée des camps entre syndicalistes. Il y a d'un côté ceux qui en appellent à la signature de cette trêve et il y a de l'autre côté ceux qui estiment que cela doit émaner du gouvernement. L'ambivalence d'opposition crée donc cette fracture. La trêve est un accord entre partis qui vise à surseoir pour une durée déterminée aux difficultés voire revendications qui les divisent, en profitant tout de même de cette durée pour examiner de fond en comble les points d'achoppement ou les accords et d'en apporter des solutions idoines. Dans le cas d'espèce, elle vise à surseoir aux grèves à répétition en cours dans le pays depuis plus de 3 ans, tous secteurs confondus. Mais la question est de savoir qui des syndicalistes ou du gouvernement doit appeler à la signature d'une trêve sociale. Pour répondre à cette question, il faut préalablement replacer les partis, notamment dans leurs rôles respectifs. Le gouvernement apporte des solutions aux revendications posées par des syndicats. C'est le pourvoyeur des fonds et les syndicats défendent les droits et intérêts des travailleurs en posant des revendications parfois énergiquement au gouvernement. Ce rapport fait que le gouvernement est la main qui donne et les syndicats celle qui demande. Or, il est de principe que dans la main qui donne et ascendante, elle est en haut. C'est le cas du gouvernement. C'est pour cette raison que les syndicats lui adressent leurs revendications. Tandis que la main qui demande est descendante, donc en bas, elle est alors en position de faiblesse. Autrement dit, dans le cas d'espèce, une demande de la trêve sociale par les syndicats les mettrait automatiquement en position de faiblesse et ils courent ainsi le risque de voir leurs problèmes être résolus à la vitesse de la tortue, pour dire très lentement, car ayant désormais les pieds et mains liés. L'idéal est la signature d'une trêve sociale à la demande du gouvernement. Et la signature se fait avec les confédérations syndicales. Une trêve sectorielle, donc d'un syndicat avec la tutelle, ne saurait être une trêve sociale, mais le modèle d'accord peut servir néanmoins de généralité à la signature d'une trêve qui englobe tout secteur confondu, en laissant l'exclusivité ou la primeur de la demande de celle-ci au gouvernement. Mais tout agissement des syndicats qui ferait actuellement pression au gouvernement fait penser à la conspiration, sinon à la corruption pour jouer les prolongations. Une telle démarche asphyxierait pour toujours les syndicats. L'avis des syndicats dans cette édition d'information et les syndicats des agents du transport terrestre s'insurgent contre la situation actuelle de la société gabonaise de transport Sogatra. Cette association, du moins ce syndicat, met à l'index cette entreprise, notamment sa gestion qui est chaotique, à cause du fait que les entreprises, ou du moins les agents, ont des mois de salaire impayés. Des propos recueillis par Marielle Ekom. Au niveau de la CNSS, en ce qui concerne l'entreprise Sogatra, nous ne sommes plus éligibles parce que nous avons reçu une note de l'huissier de justice engagée par la CNSS le 19 septembre qui met l'entreprise en demeure pour des arriérés de paiement sur les déclarations trimestrielles salariales qui s'élèvent à près de 15 milliards. Donc aujourd'hui, voilà une situation dans laquelle où les agents Sogatra aujourd'hui, ils peuvent aller en retraite, ils ne peuvent plus bénéficier des prestations justement de la CNSS pour la simple raison qu'aujourd'hui, ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire qu'au niveau des personnes qui ont été commises à la tâche par M. le directeur général, il suffisait simplement qu'il y ait un suivi scrupuleux du dossier afin, par le canal des déclarations trimestrielles salariales, et puis enfin reverser du moins la part salariale sur les montants dont fonctionnent nos agents chaque fin du mois. Malheureusement, cela n'a pas été fait au niveau de la CNSS. Nous sommes arrivés dans une situation de taxation et de majoration sur justement la non-réaction de notre direction générale quant à l'aboutissement de ces dossiers. Donc aujourd'hui, la situation est plus que chaotique. Ce que nous décrions, nous, le syndicat des acteurs de transport terrestre, c'est la situation managériale de l'entreprise et justement les conséquences que cela entraîne. Parce que depuis l'arrivée de M. Asselé, il faut simplement dire que dans son organigramme, il a mis un certain nombre de personnes à des postes de responsabilité très importants, mais qui, au bout de 2 ans, ces personnes n'ont pas pu répondre favorablement aux fonctions qui leur ont été attribuées, entraînant ainsi la société à une situation chaotique. La stratégie que nous comptons mener, c'est que nous allons aller jusqu'au bout de notre logique, de façon à ce que ce que nous réclamons, à savoir la nomination d'un directeur général par intérim, soit
la mise en place d'un comité de gestion de l'entreprise. Ça, ce sont nos préalables. Et nous nous ferons entendre jusqu'auprès des plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, parce que nous ne pouvons plus continuer dans cet état. Vous avez des pères et des mères de famille aujourd'hui qui se meurent, il y en a qui sont chassés dans les maisons, il y en a aujourd'hui qui, sur un plan administratif, ne peuvent plus suivre leur dossier du simple fait que nous n'avons plus d'interlocuteurs. Alors ça, nous dénonçons cela et nous disons non, il faut que ça s'arrête. Et donc, nous demandons que rapidement soit mis en place un comité de gestion ou soit la nomination d'un directeur général par intérim. Et en politique, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais PDG a animé hier une conférence débat sur l'historique des congrès de cette formation politique. C'était au siège du dit parti et cette conférence de presse est en prélude à l'organisation du 11e congrès extraordinaire du Parti démocratique gabonais au mois de décembre prochain. Marielle Ekom, Jean-Luc Borobo. Ils étaient tous présents, comme en témoigne cette salle archi-comble. Les membres du Parti démocratique gabonais prennent part à la conférence débat qu'animait le secrétaire général du dit parti, Éric Dodo Bungenza, sur l'historique des congrès de cette formation politique depuis sa création avec les premières assises organisées en 1970. C'était également l'occasion de débattre sur la tenue du 11e congrès extraordinaire baptisé le Congrès de la régénération et de la revitalisation du PDG. Morceau choisi. De 1970 à 2017, notre parti compte à ce jour 6 congrès ordinaires et 10 congrès extraordinaires, donc 16 congrès. Sous peu, nous organiserons notre 11e congrès extraordinaire baptisé Congrès de la régénération et de la revitalisation du Parti démocratique gabonais. Du 17 au 20 septembre 1986 se tint le 3e congrès ordinaire du PDG. Le PDG y démontra tout de bon son sens démocratique. De fait, sur 511 candidatures pour 186 sièges au comité central, les 186 camarades retenus, orfèvres en matière politique, venus de toutes les régions du Gabon, furent choisis et élus par les autres camarades, donc par la base. Par suite, tout camarade put se présenter et il n'y eut aucune liste bloquée. Aucune. L'esquisse de l'historique des différents congrès du PDG devrait permettre à ses militants de comprendre comment ceux qui les ont précédés ont pensé à l'organisation, au fonctionnement et à la légitimité de cette classe politique. Le rendez-vous a été pris pour décembre prochain, mois pendant lequel devra se tenir le 11e congrès extraordinaire du Parti démocratique gabonais. L'actualité hors de nos frontières, nous commençons par le Portugal avec les incendies qui sont en cours dans ce pays et qui ont déjà fait jusque-là de nombreux morts. Presse internationale, reportage. C'est une deuxième nuit cauchemardesque pour le Portugal. Sur les 700 départs de feu depuis dimanche, une cinquantaine sont encore actifs, dont 16 particulièrement violents. 3600 pompiers ont combattu le feu toute la nuit. Aidés par des habitants, parfois équipés de simples tuyaux d'arrosage. Sur son passage, le feu a tout dévasté. Dans son village défiguré, cet habitant éteint les dernières braises. Tout s'est passé en 45 minutes. Cela a commencé en bas du village et s'est propagé à une vitesse incroyable. Je n'avais jamais vu ça. Vraiment, c'était une ambiance de fin du monde. Au Portugal, le bilan est pour l'instant de 36 morts et 63 blessés. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Des incendies d'une rare violence, dus à la sécheresse, des températures élevées et des vents forts, causés par le passage de l'ouragan Ophelia. Également touché la Galice en Espagne. Les conditions climatiques identiques ont aussi provoqué de nombreux incendies. Ce matin, 15 sont toujours actifs. Sur cette route, 2 femmes ont perdu la vie, piégées dans leur voiture.
Elles ont été retrouvées par des rescapés. On a vu cette voiture. Quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte sans y arriver. On était tous choqués, on ne savait pas s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Alors on a appelé la police et ils ont trouvé 2 personnes mortes à l'intérieur. Au total, les incendies ont fait 3 morts en Espagne. Selon les autorités, ils seraient d'origine volontaire. Toujours hors de nos frontières, cette fois-ci au Moyen-Orient et notamment en Syrie, c'est la parade militaire avec les forces démocratiques syriennes alliées des États-Unis suite à la déroute de l'État islamique à Raqqa en Irak. Reportage. Levé de la victoire et une parade dans les rues de Raqqa. Ces combattants des forces démocratiques syriennes, alliance épaulée par les États-Unis, triomphent. Ils se filment également symboliquement lors de leur entrée dans le stade de la ville, le dernier repère important des djihadistes repris. Nous vivons un moment historique pour nous et pour le monde entier. La bataille contre l'organisation de l'État islamique était un devoir historique que nous avons décidé de mener. Et désormais, nous en vivons le résultat, la libération de la ville de Raqqa. Un conseil de la ville chargé du rétablissement de l'électricité et de l'accès à l'eau notamment a déjà été installé. Mais mardi encore, quelques combats sporadiques avaient lieu. 2 petites poches de résistance, des snipers isolés sont encore présents. Et surtout, la ville est truffée de mines et autres engins explosifs qu'il faut éliminer. Le commandant des forces de sécurité à Raqqa, l'homme qui était en charge de la sécurité après la libération, a malheureusement été tué lundi, alors qu'il marchait dans la ville et qu'il a déclenché une mine. Cela montre l'ampleur du travail qu'il reste à faire. Il faut d'abord nettoyer la ville de tous ces explosifs laissés par l'organisation de l'État islamique. La destruction d'un grand nombre de bâtiments témoigne de l'intensité des combats ces 5 derniers mois. La ville conquise par l'organisation de l'État islamique il y a 3 ans était devenue son fief. C'est ici qu'ont été planifiés des attentats en Europe, comme ceux du 13 novembre 2015 à Paris. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plusieurs djihadistes étrangers y ont été arrêtés ces derniers jours. Nous parlons de sport à présent avant la fin de cette édition de l'information, notamment avec le mutisme observé par la Fédération gabonaise de football et le ministère des Sports suite à la débâcle des Panthères du Gabon comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. La débâcle des Panthères au Maroc avec les Lions de l'Atlas, vous le savez, les Panthères ont été battus, mais il ressort des presse internationales que les joueurs gabonais auraient été empoisonnés au jus d'orange avant la confrontation de avant cette confrontation qui a donc tourné à l'avantage des Lions de la Latte du Maroc. Au Gabon, personne ne communique sur la question. Élément d'enquête avec Euphrem Biyogedzo. Après sa défaite au Maroc, 0 but contre 3, le Gabon a dit adieu à la course à la qualification pour Russie 2018. Une affaire qui fait aujourd'hui les choux gras de la presse internationale. Le mutisme observé cependant du côté du ministère des Sports et de la Fédération gabonaise de football nous permet ici de conclure que certains dirigeants du football gabonais ont dû contribuer à la débâcle des nôtres. L'interview d'un certain Giovanni accordé à un journal français, SoFoot, relayé par Europe 1 sur son site, démontre que les dirigeants gabonais ne sont pas exempts de tout reproche sur cette fameuse affaire des jus d'orange empoisonnés. Sur son compte Twitter, et à quelques minutes de cette rencontre capitale face au Maroc, le capitaine des Panthères du Gabon avait déjà annoncé les couleurs aux environs de 16h54 minutes. Je cite, la moitié de l'équipe nationale et le staff technique souffrent d'un mal de ventre incroyable. Quel sacré jus d'orange ce matin. Des informations affirmées par le staff technique médical des Panthères du Gabon. Dans un pays sérieux où l'esprit patriotique est au-dessus de toutes sortes de considérations, la Fédération gabonaise de football ou la tutelle aurait engagé certainement des démarches, quitte à renvoyer la rencontre. Malheureusement, la suite, vous la connaissez. Réponse ironique de Benassia, capitaine de la sélection marocaine. Vous vous plaignez du jus d'orange, c'est plutôt dans le thé qu'on vous a mis quelque chose. C'est suffisamment clair, la question ne se pose plus. L'empoisonnement des joueurs est plus que probant, des comportements honteux
qui dénature le football africain. Que dit la Confédération africaine de football et la FIFA? Rien du tout. Encore qu'il faille engager une procédure afin qu'une enquête soit ouverte. Le Gabon, comme à son habitude, a-t-il décidé de consommer cette débâcle de trop sans broncher un seul mot, où l'intendance de la Fédération gabonaise de football est pointée notamment du doigt? Autant de questions qui demeurent sans réponse. La Fédération gabonaise de football gagnerait tout au moins à convoquer une conférence de presse afin de mettre la lumière sur cette affaire aux conséquences fâcheuses pour l'ensemble du football gabonais et qu'au sortir de là, les hommes impliqués soient traduits devant les juridictions compétentes. Nous attendons de voir. Avant de nous dire au revoir, voici à présent la rubrique Expression libre. La question du jour vous a été posée par J. Rosine, à savoir comment conjugue-t-on le verbe falloir au présent de l'indicatif? Comment conjugue le verbe falloir au présent de l'indicatif? Comment conjugue le verbe falloir au présent de l'indicatif? Comment conjugue le verbe falloir au présent de l'indicatif? Le verbe falloir. Au présent de l'indicatif. Je veux. Nous voulons, vous voulez. C'est monsieur? Non, désolé, excusez-moi. C'est valoir. Je vaux, tu vaux, il vaut, nous valons, vous valez, il valent. C'est monsieur? Bonjour. Bonjour. Comment conjuguer le verbe falloir au présent de l'indicatif? Falloir. C'est monsieur? Bonjour. Bonjour. Comment conjuguer le verbe falloir au présent de l'indicatif? Je fais. Je fais. Tu fais. Il fait. Nous faisons. Vous faisiez. Ils font. C'est monsieur? C'est monsieur? Ferlin. Bonjour. Bonjour. Comment conjuguer le verbe falloir au présent de l'indicatif? Madame, là c'est trop dur, je n'arrive pas à conjuguer ça. Je ne peux pas le conjuguer, désolé. Et mademoiselle? Question quelque peu difficile pour les élèves. Le verbe falloir est tout comme le verbe pleuvoir des verbes impersonnels qui ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier. Pour le verbe falloir, on dit tout simplement il faut. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres.